rester une demi-heure, donc j'ai écouté un peu ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai compris que la question de la souveraineté est pour vous une question centrale. C'est aussi un axe de mon travail, puisque je considère que les relations internationales doivent être menées par des nations souveraines et qui travaillent pour leur intérêt, j'oserais même dire égoïste, ou en tout cas l'intérêt de la nation et l'intérêt des populations. Et c'est évidemment pas ce qu'a fait la France dans le cas de la crise ukrainienne. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais d'abord vous parler de la situation actuelle en Ukraine et ensuite vous dire les choses telles que je pense, c'est-à-dire qu'est-ce que la France aurait dû faire si elle avait été souveraine, s'il avait été comme elle a été d'ailleurs à l'époque du général de Gaulle. Dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Pour résumer, on est dans la deuxième, ce que j'appellerais la deuxième phase de la guerre. La première phase, ça a été lorsque les Russes, au bout de 7 ans après la signature des accords de Minsk, ont décidé de lancer une opération spéciale pour mettre fin aux actions de l'armée kievienne dans l'est du Donbass, et aussi parce qu'ils savaient que, et ça a été reconnu il n'y a pas longtemps par le président Poroshenko, ça a été reconnu malgré lui, mais il l'a reconnu tout de même, que l'OTAN préparait l'Ukraine précisément à faire la guerre contre la Russie. Donc la Russie a pris les devants et est rentrée dans une opération qui, en principe, aurait dû durer quelques mois pour, comme c'était dit dans les objectifs initiaux, démilitariser l'Ukraine, dénazifier l'Ukraine et obtenir de Kiev la reconnaissance de l'appartenance des deux républiques populaires dans le Donbass, de Donetsk et de Lugansk, de reconnaître leur appartenance à la Fédération de Russie, et ainsi et également le territoire criméen. Ce qu'il faut voir, c'est que les exigences russes n'étaient pas très exagérées. En fait, il s'agissait de 30 000 km². Et si l'Ukraine avait accepté, d'ailleurs au début, Kiev était prêt à accepter, hein, c'est l'OTAN qui a poussé et les radicaux qui ont poussé au crime, eh bien les affaires seraient déjà terminées. L'existence de l'Ukraine ne serait pas aujourd'hui remise en cause, contrairement à ce que c'est aujourd'hui. Donc les opérations initiales militaires ont pris finalement assez peu de temps quand on regarde du point de vue historique. Mars, avril, mai, juin, on peut dire que l'armée ukrainienne telle qu'elle existe au début du conflit a été liquidée par l'armée russe, mais à partir de ce moment-là, eh bien, une autre armée se met en place. L'essentiel de la troupe est ukrainienne, mais elle est commandée par l'OTAN, elle est équipée par l'OTAN. On va atteindre des niveaux de 100% de matériel livré par l'OTAN bientôt. Et donc la Russie est en train de s'adapter à cette deuxième phase de la guerre qui devrait amener à une troisième phase le jour où les Russes lanceront une nouvelle offensive. Voilà pour résumer la situation. Et maintenant, voilà ce qu'on peut dire sur le fait que la France a été à peu près en dessous de tout, puisqu'elle a eu l'occasion à plusieurs reprises, depuis le début de la guerre, et le début de la guerre, non pas de l'opération spéciale, mais le début de la guerre, c'est 2014. C'est 2014 lorsque donc il y a ce soulèvement de Maïdan qui est largement encadré également par les Occidentaux, par l'OTAN, et la France obtient un premier accord. Si vous vous souvenez, c'était le 20 février 2014. Le 20 février 2014, le président Yanukovych, donc, qui était le président légalement élu, son élection n'a jamais été contestée par personne, signe un accord de fin de crise avec les représentants français, Laurent Fabius, polonais, Sikorski et Steinmeier à l'époque pour l'Allemagne. Donc ces trois ministres des Affaires étrangères. Et ces trois ministres des Affaires étrangères, ils proposent un plan de sortie de crise tout à fait convenable, qui consiste à faire des élections présidentielles anticipées dans 6 mois, en échange de quoi le président Yanukovych retire les troupes de maintien de l'ordre de Kiev, ce qu'il fait. Et je pense que c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Même Hitler avait respecté plus longtemps les accords de Munich. L'accord a duré même 4 heures. Au bout de 24 heures, cet accord qui est présenté sur le Maïdan, sur l'estrade, est arraché des mains du maire de Kiev, futur maire de Kiev, Vitaly Klitschko, par un ukro-nazi, monsieur Parasiuk, qui dit « Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut le départ de Yanukovych. Un point, c'est tout. » Yanukovych se tourne alors, on le sait, vers les signataires de l'accord de sortie de crise, qui étaient garants. Et là, tout le monde est aux abonnés absents, à commencer par notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Donc, premier moment important dans cette crise qui dure depuis 8 ans, où la Russie perd confiance dans la signature de la France.
Je dirais que là, ça concerne directement la France, parce que sinon, la Russie a aussi commencé à perdre confiance avec l'Occident, avec l'extension de l'OTAN, auquel George Bush senior s'était engagé de ne pas, de ne pas accomplir. Donc là, mais c'est la première fois où je pense la France directement, parce qu'elle n'est pas souveraine, parce qu'en fait, finalement, c'est Washington qui décide. Là aussi, on sait qu'au moment de cette signature, derrière, au téléphone, c'était le vice-président américain de l'époque, c'est-à-dire Joe Biden, et qu'il a dit oui, vous pouvez signer ce que vous voulez avec Yanukovych. De toute manière, la décision a déjà été prise. Donc c'est le premier moment où, encore une fois, notre signature, celle de l'Allemagne et de la Pologne, mais ça les concerne eux, n'est pas respectée, et donc première perte de confiance de la Russie. Deuxième moment de perte de la Russie en la France, en le gouvernement français. Deuxième moment, eh bien, c'est ce qu'on appelle les accords de Minsk. Donc l'Ukraine subit une défaite en fin janvier, début février, une défaite militaire importante, donc on est en 2015, à Debaltsevo. Et là, pour essayer de limiter la catastrophe, Washington donne l'autorisation au président Poroshenko donc, de signer un accord, dont ces fameux accords de Minsk, donc il y a 13 termes, et dans lesquels Kiev s'engage à reconnaître l'autonomie des deux républiques autoproclamées, et en gros de mettre fin au conflit armé et de donner un statut spécial donc à ces deux régions autonomes, et donc par là même mettre fin aux persécutions linguistiques et aux persécutions contre la population russe et les russophones, c'est-à-dire la majorité de la population en Ukraine, il faut quand même le dire, donc s'engager à mettre en œuvre ces réformes avant le mois de décembre 2015. Du côté russe, du côté des républiques autoproclamées, c'est la Russie qui est le garant. Et du côté de l'Ukraine, c'est l'Allemagne et la France. Et pendant, jusqu'en, on va dire, en février 2022, la Russie attendra de la France et de l'Allemagne qu'elle fasse pression sur Kiev pour mettre fin au conflit. Ce qui est évidemment dans l'intérêt de l'Europe, puisque ça met fin à un conflit en Europe, ce qui est dans l'intérêt des populations russophones, et ce qui est dans l'intérêt de la France, puisque la France, à l'époque, au moment de la signature de ces accords, est a de bonnes relations avec la Russie. C'est un gros fournisseur d'énergie, et la Russie est un pays avec qui on va coopérer et avec qui on coopère déjà dans le domaine militaro-industriel. C'est la fameuse affaire des Mistral. Et les Mistral, c'est encore une nouvelle fois où la France ne respectera pas sa signature et où elle n'agira pas, non pas en toute souveraineté, mais parce qu'elle a reçu l'ordre de Washington de ne pas livrer les Mistral et de mettre fin à la coopération militaire technique avec la Russie. Et ça continuera. Même au moment des attentats de Paris, puisqu'au moment des attentats de Paris, la Russie apporte son soutien à la France. Il y a une rencontre à Moscou entre les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, je crois, qui n'aboutira à rien. Voilà ce qu'on appelle le 2+2, donc les deux ministères, et qui n'aboutira à rien. Et là aussi, comme la France n'est pas souveraine de toute manière, elle peut rencontrer autant de fois qu'elle veut la Russie, elle n'a droit de rien signer. Et donc, et ça, c'est une première chose. La Russie, sur les accords de Minsk, va être extrêmement patiente, puisque, encore une fois, ces accords doivent être appliqués en décembre 2015, c'est-à-dire l'année même. Et ces accords ont été suivis d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui fait que tous ceux qui ont voté cette résolution, c'est-à-dire tous les membres du Conseil permanent de sécurité, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Chine et la Russie, toutes ces puissances sont censées les faire appliquer. C'est-à-dire que la Russie était légitime à rentrer en guerre contre l'Ukraine, on peut dire, si on veut aller jusqu'au bout. Mais le problème, c'est que la France aurait dû se joindre à elle, l'Angleterre aurait dû se joindre à elle, ainsi que les États-Unis. Et au lieu de ça, évidemment, cette résolution du Conseil de sécurité n'a pas été respectée par les puissances occidentales, dont malheureusement la France, et a conduit à l'impasse dans laquelle on est, puisque tout au long, juste après les accords de Minsk, et encore une fois, c'est ce que vient de dire le président Poroshenko, donc il les a signés, en disant on avait besoin de 4 années ou 3 ans et demi pour construire une armée pour pouvoir faire la guerre.
Donc, ce n'était pas du tout ce qui était convenu dans les accords de Minsk. C'est ce que, évidemment, la Russie savait. C'est pour ça qu'elle a pris les devants en mois de février. Et ce que je veux dire, à la limite, après, on pourra peut-être passer à des questions. Je ne veux pas que ce soit trop à sens unique. On peut dire qu'à l'automne 2021, la Russie s'est tournée vers la France, puisque de nouveau Emmanuel Macron avait demandé à ce qu'on puisse avancer sur l'application des accords. La Russie avait accepté également en 2019 une rencontre, ce qu'on appelait au format Normandie, puisque c'était au moment où on a fêté l'anniversaire du débarquement américain en Normandie. C'était juste après Maïdan, donc on était en 2014. C'était le moment de l'anniversaire. Et là, il y a eu une rencontre un peu imprévue, mais entre le président ukrainien, président français, président allemand et président russe. Et donc, on appelait ça le format Normandie. La Russie a vu tout au long de ces années que tous ces formats ne servaient à rien, mais finalement, en 2021, elle accepte de nouveau, à la demande d'Emmanuel Macron, de recommencer à remettre en place ce format Normandie, de remettre en place les groupes de discussion au sein des accords de Minsk, etc., etc. Et évidemment, tout ce qui avait été décidé en décembre 2019, en présence de Zelensky, n'est pas appliqué par l'Ukraine. La Russie redemande tout au long de l'année 2020, mais là, c'était plutôt le Covid qui était la préoccupation principale, mais en 2021 et jusqu'en début 2022, demande à l'Allemagne et à la France de faire appliquer les accords de Minsk comme c'était censé l'être depuis 2015, malheureusement, sans succès. Et là encore, une fois de plus, la déception de la Russie vis-à-vis de la France aura été très forte. Et dernier épisode de ce moment lamentable, ça a été la publication cet été par des médias du régime d'Emmanuel Macron, je ne sais plus lequel, Le Monde, c'est pas une France 2, de publier les discussions secrètes entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Non seulement de les publier, mais de publier non seulement le verbatim, mais l'audio. Et surtout, on entend Emmanuel Macron faire le malin, donner des leçons à Vladimir Poutine. Et donc, c'est une conversation qui a eu lieu le 20 février, c'est-à-dire la veille de la reconnaissance de l'indépendance des républiques populaires du Donbass, et 3 jours avant le début de l'opération spéciale. Et là aussi, eh bien, c'est ce qu'on a observé. Ça a été pour la Russie, je dirais peut-être même l'ultime, en tout cas en ce qui concerne Emmanuel Macron, l'ultime moment où la confiance a été perdue, puisque Vladimir Poutine en a parlé récemment au forum de Valdai. C'était il y a 2 mois, je crois, ou 3 mois, où il a cité ça, en disant en gros, désormais, il n'avait plus confiance lorsqu'il appelait Emmanuel Macron au téléphone. Donc voilà où on en est. Le problème fondamental, c'est que notre diplomatie n'est pas chargée de défendre les intérêts de la France, elle n'est pas chargée de défendre les intérêts de la nation française, ni du peuple français. Parce que sinon, on ne serait pas en guerre vers un de nos principaux fournisseurs d'énergie, et un pays qui a toujours été, lors de ces 2 guerres mondiales, notre allié, et contre lequel, en principe, nous n'avons pas de rivalité fondamentale, puisque nous n'avons pas de frontières communes, et on n'a pas plus d'intérêt de se battre avec la Russie qu'on en avait de faire la guerre en Crimée en 1853-1856. Voilà, comme j'ai compris à écouter vos conversations d'avant, que la souveraineté était pour vous quelque chose de non négociable. Voilà où on en est. Quand on ne respecte pas la souveraineté, non seulement ça nuit aux intérêts de la France et du peuple français, mais ça nuit également au peuple ukrainien. Parce que si la France avait été la France, si elle avait été une puissance d'équilibre, comme elle l'était devenue avec le général de Gaulle, qu'on se souvienne quand même des grands voyages du général de Gaulle, ça a été l'Amérique du Sud en 64, où il était accueilli triomphalement partout. Ça a été l'Asie en 66, où il était accueilli triomphalement partout. Et ça a été également un grand voyage en Russie, où il est allé jusqu'en Sibérie. Et voilà, la France pourrait se permettre aujourd'hui d'être une puissance d'équilibre. Nous n'avons en principe pas d'ennemis, nous ne devrions pas en avoir. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que derrière, il y a un ordre du jour qui n'est pas fixé à Paris, mais qui est fixé à Bruxelles, à Washington, et qui nous oblige, en tout cas qui nous oblige nos élites, qui nous oblige nous à participer à des conflits qui ne nous concernent pas. Voilà ce que je voulais dire en résumé. Je suis ouvert à vos questions ou à vos critiques.
Xavier, Je vous entends pas. bonjour. Tu m'entends? Ça marche ou ça marche Ah pas? oui, 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 je t'entends. Oui, Oui. bonjour Xavier. Je voulais te saluer, Christian Cotten. J'ai eu un petit message de ta part par l'intermédiaire de Tom Aldrin hier soir. Je voulais te saluer et puis simplement te remercier pour tout le travail que tu fais depuis Moscou. Et merde, non, ah non, c'est pas encore. C'est dans 10 minutes. Voilà, c'était simplement bonjour et merci à toi et tout mon soutien. Je t'en prie. Merci à toi. Oui, Xavier, ben écoute, enchanté. Je te vois enfin en direct, on va dire. Donc moi, bon, voilà, je m'intéresse énormément en fait à ce conflit depuis relativement longtemps, donc, même avant Maïdan, parce que je voyais arriver les choses. Hein. J'avais écouté déjà Limonov, si tu te souviens, dans les années 90, quand il avait annoncé ce qui allait arriver. Voilà, la question que j'avais à poser, elle est simple. Est-ce que c'est pas l'affrontement idéologique entre un Occident qui veut un monde unipolaire et d'autres nations, dont la Russie et d'autres pays qui souhaiteraient, donc, quand tu parlais de souveraineté, un monde multipolaire avec chacun sa souveraineté et après des accords économiques ou pas. Et donc ça nous amène en fait à ce conflit un peu qui est centré sur l'Ukraine, mais qui en fait est un conflit un peu mondial en fait. Oui, je pense que de toute manière, on n'est pas vraiment sorti de la guerre froide en 1992. Et on aurait dû s'en rendre compte rapidement, mais on était à l'époque, si vous vous souvenez, c'était à la fin de l'histoire, on rentrait dans un monde nouveau. Mais en fait, ce monde nouveau, c'était un monde unipolaire, donc dominé par Washington, dominé par les Occidentaux, mais qui finalement n'aura pas duré très longtemps. Et c'était pas vraiment un nouveau monde unipolaire, en fait, c'était simplement un monde bipolaire dans lequel eh bien, l'adversaire principal qui était l'URSS avait disparu et dont le successeur, la Russie, était bien incapable de prendre la relève. Mais malgré tout, la guerre froide ne s'est pas terminée dans le sens où, à partir de 1992, du côté de Washington, on n'a pas voulu essayer de construire une relation nouvelle avec la Russie. Un peu de faire une espèce de traité de Vienne, comme en 1815, qui aurait permis de reconstruire la relation internationale sur cette nouvelle donne. Non, le but, ça a été de dépecer la Russie. Ça a d'ailleurs été théorisé par des gens comme Brzezinski, parce qu'en fait, il y a une espèce de peur du monde anglo-saxon vis-à-vis de la Russie. Et on le voit très bien aujourd'hui, où ceux qui jettent de l'huile sur le feu, ce sont les Anglais, et mais désormais un peu moins, les Américains, les Nord-Américains. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, effectivement, le système de domination, eh bien, c'était le monde unipolaire qui se justifiait de toute manière assez simplement, c'est-à-dire que la technologie, dans les années 90, elle est à l'ouest. La qualité de vie, elle est à l'ouest. La capacité de consommation, là où elle s'est le plus développée, c'est à l'ouest. Donc, c'est assez naturel que non seulement du point de vue militaire, mais du point de vue même économique, eh bien, c'est l'ouest qui domine. Le problème pour ce monde, c'est que les puissances asiatiques ne sont pas restées les mains dans les poches. Hein, je rappelle le discours fondateur de Deng Xiaoping, c'est en 1979 de mémoire, et que la Chine ne perdra pas de temps. Le reste de l'Asie suit. Certains avaient déjà commencé même avant, hein, des pays comme la Corée du Sud et bien sûr le Japon. Et donc petit à petit, cette domination absolue de l'Occident dans tous les domaines eh bien, commence à diminuer. Et malgré tout, eh bien, il y a une volonté de Washington de garder son statut d'hyperpuissance, si tant est qu'elle l'ait jamais vraiment eu. Et donc, ça va être de moins en moins en étant plus compétitif économiquement, en étant de plus en plus innovant, mais ça va être en utilisant de plus en plus la force et l'OTAN comme un instrument de domination politique, notamment dans le cadre de ces systèmes de boucliers antimissiles qui, en fait, amènent des pays comme la Pologne à avoir des bases américaines sur leur sol avec des missiles, des radars, des armes. Et une fois que vous avez sur votre sol des bases militaires, eh bien, en fait, vous n'êtes plus souverain et c'est plus vous qui décidez de votre politique. Et nous, on est un des rares pays en Europe à avoir évité ça. C'est grâce au général de Gaulle. Et quand le général de Gaulle sort de l'OTAN en 1966, il faut bien se rendre compte qu'on avait une centaine de sites américains sur notre sol, dont des bases aériennes.
Et donc, pendant plus d'1 an, on a fermé toutes ces bases, tous ces sites. Mais au nom de ça, on a obtenu notre souveraineté par la possession de l'arme nucléaire, par le fait qu'on avait une armée qui était sérieuse. Et c'était déjà de la multipolarité, en quelque sorte. Les réponses qui étaient faites par le général de Gaulle, soit à l'URSS d'ailleurs, soit aux États-Unis, étaient toujours des réponses où il était clair que la France ne s'engagerait que pour défendre ses intérêts. Et voilà. Même s'il y avait une communauté d'intérêts, de sécurité collective, etc. etc. Et là, en revanche, à partir du début des années 2000, l'arrivée, le règne de George Bush Jr., là, tous les grands traités qui avaient finalement apaisé le risque pendant la guerre froide, notamment le traité sur les missiles antimissiles, tous les traités d'accord entre l'URSS et les États-Unis ont commencé à être mis en cause. Et c'est ça qui a fait qu'on a petit à petit dérivé donc vers un monde nouveau qui est multipolaire, mais si vous regardez bien aujourd'hui, il est tripolaire. Vous avez le pôle américain basé à Washington qui domine tout l'Occident. Vous avez la Chine qui, depuis 2017, en parité de pouvoir d'achat, est la première puissance économique au monde. Donc ça, évidemment, ça ne plaît pas à Washington. Surtout que désormais, elle innove en technologie. Vous avez la Russie, qui a été redressée depuis 20 ans par Vladimir Poutine, qui a, depuis le début, ça pour ceux qui observent la Russie, comme ça a été mon cas, on l'a bien vu, la prétention que la Russie ne soit pas seulement un fournisseur d'énergie pas chère. Voilà. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est la remise en cause de ce monde dans lequel les Occidentaux bénéficiaient d'une énergie pas chère parce que les pays qui la lui vendaient se satisfaisaient de ne vendre que des hydrocarbures. C'était le cas de la Russie, de Yeltsin, c'était le cas de l'Arabie Saoudite, c'était le cas, ça peut être le cas du Venezuela, etc., etc. Mais petit à petit, ce à quoi on a assisté, c'est que ces grands producteurs d'énergie ont un projet industriel, ont un projet scientifique pour leur pays. Et le plus récemment, je pense que c'est l'exemple le plus intéressant, c'est celui de Mohammed Ben Salman, le prince saoudien, et qui, lui, a clairement annoncé qu'il voulait que l'Arabie saoudite sorte de la dépendance des hydrocarbures, qui est un grand projet de modernisation, d'éducation, etc. etc. Ce n'est pas une question d'aimer ou pas aimer l'Arabie saoudite, c'est une réalité politico-stratégique qu'on est bien obligé de prendre en compte. Et donc, cela aboutit à un monde, on a un monde qui est à la fois multipolaire et tripolaire. Et si vous regardez les ennemis aujourd'hui tels qu'ils sont désignés officiellement par le gouvernement américain, vous avez la menace face à l'Amérique profonde, donc la menace de long terme, même à moyen terme, c'est la Chine, et la menace immédiate, c'est la Russie. Donc je dirais que Washington a lui-même désigné les deux autres grandes puissances qu'il compte affronter. L'une sur le plan militaire, l'autre sur le plan économique. Et à côté de ça, vous avez d'autres puissances dont on parle moins, mais qu'on voit arriver, notamment à l'occasion de rendez-vous comme le G20, comme ça vient d'être le cas. Vous avez l'Inde, qui désormais est plus peuplée que la Chine, qui également a une économie qui est en train de décoller. Vous avez l'Indonésie, qui accueillait le G20, qui est économiquement en parité de pouvoir d'achat, est passé devant la France. Vous avez le Brésil, qui en parité de pouvoir d'achat est également passé devant la France. Donc vous avez tout un monde qui est en train de se recomposer et des puissances comme malheureusement la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, qui font comme si ça n'existait pas, qui refusent, des espèces de comportements autistes, qui refusent de voir cette réalité. Qui, évidemment, pour nous, c'est pas forcément agréable d'être contesté, de se dire, évidemment, la deuxième économie mondiale. Voilà. Maintenant, c'est une réalité et on peut vivre avec ça. La France a encore des choses à apporter, il y a encore un génie français. Voilà, il y a des choses à faire. Cette multipolarité correspond exactement à la ligne que voulait suivre le général de Gaulle au début des années 60. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Nous, en tout cas. En revanche, effectivement, il y a une partie des élites américaines qui redoutent d'être reléguées finalement sur le même plan que la Russie ou la Chine. Voilà, la situation de monde multipolaire. Oui. Oui.